Artem Studenikov, bonjour. Bonjour. Vous êtes numéro 2 de l'ambassade de Russie, vous êtes ministre conseiller. Comment allez-vous? Ça va, merci. On vous reçoit pour faire une petite update, une update de votre précédente interview chez nous. Déjà, on voudrait marquer le coup en ayant une pensée appuyée pour l'équipage de 15 personnes qui s'est fait descendre au-dessus de la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce problème? Tout a été dit, déjà. Vous savez que 15 militaires russes ont péri suite à l'incident tragique. Comme a dit notre président, c'était un enchaînement des circonstances tragiques. L'avion a été abattu par l'antimissile, la missile terre-sol antiaérien de l'armée syrienne. Mais tout ça, c'était dans le contexte spécifique, c'était dans la confusion totale liée avec une énième attaque de l'aviation israélienne contre certaines cibles sur le territoire syrien. Voilà pourquoi cela nous a permis de dire que la responsabilité pour cet incident tragique qui a coûté la vie à nos soldats, à nos pilotes, cette responsabilité appartient à la partie israélienne qui n'a pas respecté certains accords qui existent et qui marchaient plutôt bien avant. Cette fois-ci, ils nous ont prévenus 45 secondes avant le début de leur attaque, ce qui ne nous a pas permis d'évacuer notre avion pour qu'il quitte la zone. En plus, on nous a indiqué une autre zone de l'attaque. On nous a dit que l'attaque serait effectuée dans le nord de la Syrie, tandis que c'était plutôt dans la région est, dans la région de Latakia. Donc voilà, comme résultat, nous avons une bavure assez rare, mais qui arrive de temps en temps, et surtout dans la situation où plusieurs forces étrangères sont présentes dans la région. Et dans ce contexte, je vous rappelle que seules les forces russes et les forces iraniennes se trouvent en Syrie de façon légitime, sur la base légitime, conformément aux accords bilatéraux qui existent entre Moscou et Damas, entre Damas et Téhéran. Tous les autres acteurs étrangers qui sont sur le territoire, qui sont présents sous telle ou telle forme sur le territoire syrien, l'ont fait sans aval ni des Nations Unies, ni du gouvernement légitime de la Syrie. Et cette présence massive des différentes forces militaires dans les airs et sur le sol peut mener à ces incidents. Voilà pourquoi nous avons investi pas mal d'efforts pour créer des lignes directes avec le commandement américain pour la ligne de déconfliction, pour éviter les incidents pareils, des escalades. Nous avons la même ligne avec les Israéliens, mais cet incident, cette tragédie démontre une nouvelle fois combien c'est dangereux qu'un tant de militaires, tant d'avions de combat se trouvent dans le même ciel, ou en tout cas dans la même région. Pour résumer la situation, vous aviez un avion de renseignement qui vole avec une vitesse maximum opérationnelle de 645 km/h, un avion qui a été fait aux alentours de 1968, une soixantaine d'exemplaires. Donc c'est un avion lourd, avec un profil d'aile pas du tout de chasse. Il était en période d'atterrissage et un chasseur israélien, Quatre chasseurs israéliens sont fait attraper par le système antimissile S-200. Et un des chasseurs ou les 4 chasseurs se sont planqués sous le signal thermique ou sous le signal radar de votre avion. Est-ce que c'est bien ça? Oui, vous savez que nous avons reçu la délégation israélienne qui a présenté sa vision des choses. Nous avons reçu cette délégation à Moscou, parce que les contacts avec nos partenaires israéliens restent très denses. Nous les avons reçus à Moscou, nous les avons écoutés. Quand ça? Quelques jours après l'incident, parce que tout le monde comprend combien cet incident est dangereux pour les relations bilatérales, pour la stabilité de la région, pour la sécurité en général dans la région.
Voilà pourquoi les Israéliens nous ont donné ces explications. Les explications qui ne nous ont pas satisfaits. Nous avons déclaré de façon officielle que c'est leur responsabilité dans toute cette histoire, même si ce n'est pas comme dans ce cas avec l'avion russe abattu par l'aviation turque, quand c'était une frappe directe, ou plutôt attaque directe contre notre avion, contre notre chasseur bombardier. Cette fois-ci, c'est un incident, mais incident qui est le résultat des activités de l'aviation israélienne dans le ciel syrien. Vous savez que nous avons pris quelques mesures pour renforcer la sécurité de nos troupes et de notre aviation en Syrie, en décidant de fournir à l'armée syrienne quelques complexes de S-300. Justement, c'est une arme défensive, et je le souligne. C'est une arme que nous avons planifié de fournir à la Syrie, ça fait déjà un très bon moment, mais on a arrêté cette opération suite à la demande du côté de la partie israélienne. Mais aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, quand notre avion a été abattu, quand nous avons perdu 15 vies humaines, cette opération, ou plutôt cette livraison sera effectuée. Une question un peu plus personnelle, ça fait pas vraiment très mal au cœur quand une arme de confection russe abat un avion russe? Évidemment, une partie de responsabilité du point de vue technique, du point de vue de la préparation du personnel appartient à la partie syrienne. C'est évident. Mais, je répète, cet incident a eu lieu uniquement à cause de la présence de l'aviation israélienne dans le ciel, à cause de cette attaque illégitime, absolument illégitime. Voilà pourquoi c'est une tragédie énorme. Et le président Bachar al-Assad, il a écrit à président Poutine, il a présenté toutes ses condoléances. Je présume que les militaires syriens ont tout expliqué à nos militaires. C'est une tragédie, ça arrive. Vous savez que sur tous les théâtres des guerres actuelles, en Irak, en Syrie également, mais surtout en Irak par exemple, en Afghanistan surtout, il y a tout le temps des bavures. On bombarde les troupes alliées, on bombarde les civils en les confondant avec les terroristes. Ça se passe tout le temps. En Syrie, c'est pour la première fois, une tragédie énorme, mais je répète, même si il y avait des erreurs du côté syrien, disons, les acteurs de cet incident, les auteurs de cet incident, les premiers auteurs de cet incident, ce sont des pilotes israéliens qui ont amené cette confusion totale dans cette région concrète de la Syrie. C'est votre premier cas de friendly fire là, sur le terrain syrien, ou est-ce que vous avez déjà eu ce type de problème? Je ne peux pas vous donner l'information que c'est un premier cas de friendly fire, parce que bon, pendant la phase active de l'opération, tout était possible, mais c'est un cas le plus criant, le plus connu, avec les résultats les plus tragiques. Au niveau des transpondeurs, est-ce que le système S-300 aura une discrimination plus fine Tout à fait. C'est un système beaucoup plus sophistiqué, de la pointe. Nous avons des systèmes encore plus modernes, mais là, c'est un système, je dirais, 5 fois plus moderne que S-200. Et en plus, maintenant, je pense que plusieurs mesures techniques et militaires seront prises entre nous et Syriens, entre nous et les Israéliens, pour éviter la répétition des cas pareils. Parce que je suis sûr et certain que la partie israélienne n'était pas heureuse de cet incident. Ils ont exprimé leur regret, leur tristesse, comme ils ont écrit, mais ils n'ont pas présenté leurs excuses. Par contre, les contacts entre les militaires israéliens et russes sont maintenus toujours. Je pense que maintenant, cette coordination, j'espère bien en tout cas que cette coordination sera plus efficace. Et en même temps, je ne peux pas être tout à fait optimiste, parce que je comprends
en tout cas selon toutes les déclarations de nos partenaires israéliens, il paraît qu'ils se proposent toujours d'effectuer leur frappe, ils vont continuer à faire le maximum pour endiguer le renforcement des positions de l'Iran en Syrie, ce qui les inquiète surtout. Et j'ajoute que nous sommes bien conscients de ces préoccupations israéliennes, et voilà pourquoi nous avons fait des efforts énormes pour retirer les unités composées des miliciens pro-iraniens ou des troupes iraniennes de la frontière entre la Syrie et Israël dans la région des Golan. Ils sont partis, ils se trouvent actuellement à 120 km de cette zone-là, de cette frontière-là, justement pour rassurer nos partenaires israéliens. Donc nous comprenons tout ce contexte très compliqué, ce contexte régional. Et voilà pourquoi nous faisons tout pour éviter les malentendus, les incidents tragiques. Et voilà, en réponse, nous avons eu cette tragédie avec notre avion. Vous avez perdu combien d'hommes depuis le commencement de la guerre Plus d'une centaine, disons à peu près 130 personnes. Je vous réponds tout de suite si c'est beaucoup ou non. Évidemment, chaque vie humaine n'a pas de prix. Et nous déplorons la mort de chaque notre militaire. Mais tout en comprenant que nous avons commencé cette opération au mois de septembre 2015, donc ça fait déjà 3 ans, 120 hommes pour 3 ans, c'est beaucoup, c'est toujours beaucoup, mais compte tenu les échelles de combat et l'échelle de notre participation, c'est un prix que nous payons, un prix très lourd, mais ce n'est pas un prix énorme. Je répète, tragique, un prix tragique. Plusieurs familles ont perdu leur père, leurs frères, leurs enfants, mais c'est le prix que la Russie paye pour contenir le terrorisme international dans cette région du monde. Récemment, Vladimir Poutine a fait une conférence de presse en présentant le nouvel arsenal russe d'armes, des systèmes d'armes très, très perfectionnés. C'était au mois de mars 2018. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Est-ce que vous étiez au courant de ce type d'armement? Est-ce que c'est un armement défensif, offensif? Pourquoi le présenter à ce moment-là? Oui. Nous sommes des diplomates, nous sommes des hommes de paix. Donc, pour nous, c'était une surprise, comme pour tous les autres observateurs nationaux et internationaux, pour tous ceux qui ont entendu ce discours de président Poutine. Mais nous comprenons très bien que notre industrie militaire ne s'arrête pas. Et nos chercheurs, dans le complexe militaire et technique, travaillent en se basant sur les anciennes traditions qui viennent de l'époque soviétique. Nous avons une très forte école technique et d'ingénieurs dans ce domaine-là, dans le domaine de la défense nationale. On a perdu une décennie après la désagrégation de l'Union soviétique. Plusieurs recherches ont été arrêtées, il n'y avait pas d'argent, etc. Mais petit à petit, avec la reprise des positions de la Russie dans le domaine économique et politique, les travaux ont repris. Et comme résultat, nous avons ces quelques nouveaux systèmes d'armement qui ont été présentés par le président. Comprenez-vous que pour nous, ce n'est qu'une réponse à la politique que nous considérons comme assez hostile et parfois agressive de certains de nos partenaires à l'égard de la Russie. La Russie reste toujours un pays le plus grand pays du monde, avec son immense territoire, avec ses plusieurs dizaines de voisins. Partout il y a des menaces, partout il y a des défis, de façon tout à fait différente. Nous sommes obligés à penser à notre sécurité, nous sommes obligés à dépenser de l'argent pour assurer le niveau nécessaire de la sécurité du pays. Et c'est fait. En tout cas, les dirigeants du pays, le leadership du pays s'en occupe de façon assez spectaculaire. Cela ne veut pas dire que
évidemment. Écoutez, là, je veux faire une petite déclaration. Nous sommes au début de notre échange et je veux m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Je veux vous dire une chose. Évidemment, je suis là dans ma qualité officielle. Je suis diplomate, je suis fonctionnaire d'État, tout en restant un citoyen russe avec ses propres convictions, avec ses propres idées. Mais je me présente comme un fonctionnaire d'État, comme le numéro 2 de l'ambassade de Russie. Et voilà pourquoi je vous présente ici notre position officielle. Je vous parle de la part de Moscou, en quelque sorte. Du peuple russe. En quelque sorte du peuple russe, mais surtout, je représente l'État russe. Et je vous présente notre vision des choses, qui coïncide très souvent avec mes propres visions. J'essaie d'être sincère avec vous, mais si vous attendez que je vais vous découvrir des choses tout à fait inconnues, inédites, il ne faut pas espérer, parce que je ne suis pas un libre politologue qui peut s'exprimer, qui peut vous donner uniquement ma propre vision des choses. Non, il ne faut pas attendre ça. Je suis là pour défendre bec et ongle les positions et les intérêts de mon pays. Finalement, c'est ma profession de foi. Donc, je vous dis avec toute sincérité, en même temps, que la Russie, évidemment, n'a aucune vision agressive du monde, n'a aucun plan agressif par rapport à son étranger proche, malgré toutes les allégations qui sont connues. Mais je vous donne un petit chiffre. Le budget militaire russe est comparable avec celui de la France, et 10 fois moins que le budget militaire américain, 700 milliards de dollars. Chez nous, c'est 70 milliards de dollars. Donc, les chiffres sont incomparables. La Russie a changé complètement par rapport à la période de l'Union soviétique. Nous n'avons aucune intention d'agresser qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est de créer des conditions favorables pour développer notre pays, pour moderniser l'économie. Je pense que j'ai dit déjà ces choses-là, mais je ne peux que répéter, surtout dans le contexte de ces armements. Ces armements ont été élaborés et présentés uniquement pour montrer à tous nos partenaires étrangers que nos capacités militaires, nos capacités de défense sont assez puissantes pour assurer l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. La Chine s'est fait sanctionner par les États-Unis à la suite d'une vente d'armes entre la Russie et la Chine. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que l'industrie de l'armement... L'industrie de l'armement, des armements russes, marche très bien. C'est un secteur très important pour notre commerce extérieur. Combien de pourcents? Non, je ne peux pas, pour ne pas vous dire des bêtises, je ne veux pas donner les chiffres exacts, mais je pense qu'une dizaine de pourcents peut-être. En tout cas, nos clients sont assez nombreux. Ils sont partout dans le monde. Parmi eux, il y a les membres de l'OTAN, comme la Turquie. Notre partenaire commercial très important, c'est la Chine, c'est l'Inde, plusieurs pays arabes, plusieurs pays de l'Asie de l'Asie du Sud-Est. Donc ça marche bien, mais nous comprenons que certaines mesures qui sont déjà prises par Washington et qui seront prises dans quelques temps peut-être, ne va pas nous faciliter la vie, c'est sûr, mais on va se débrouiller. Que faire? D'abord, nous continuons à moderniser notre propre armée, qui, comme je vous ai dit, n'a pas connu un grand investissement pendant plusieurs dizaines, disons, en tout cas pendant une bonne dizaine d'années, entre 1991 et 2001. Maintenant, il faut un petit peu reprendre les choses, il faut moderniser, il faut changer certains matériaux et techniques spéciales et certains armements. Donc notre industrie, notre complexe militaire et technique a pas mal de commandes pour l'armée russe et pour les partenaires étrangers.
Mais on va s'adapter. On va s'adapter aux nouvelles conditions dues à certaines mesures prises par Washington. Quelles sont les mesures de rétorsion que vous allez appliquer contre cet embargo ou contre ces sanctions? Contre les sanctions contre les Chinois? Contre les sanctions contre la Russie? Contre la Russie, mais ces sanctions existent déjà et certaines de ces sanctions vont perdurer parce que j'espère bien que nous allons voir dans quelques temps le progrès dans le règlement de la crise ukrainienne dans les régions de Donbass. Et suite à ce règlement, je pense que plusieurs sanctions de l'Union européenne seront levées. En tout cas, c'est la position des Européens. Pour nous, non. Là, je peux vous dire que ce n'est pas un problème pour nous. Les sanctions ne font pas objet des échanges, des consultations, des pourparlers, des négociations avec nos partenaires occidentaux. Nous avons dit, et nous avons répété à maintes reprises, que ce n'est pas la Russie qui va évoquer ce sujet lors de nos contacts, dans le cadre de notre dialogue. Ce sont des Européens qui ont introduit ces sanctions. C'est à eux d'entamer des négociations sur la levée des sanctions, la levée des contre-sanctions russes. Nous n'allons pas évoquer ce sujet. Nous sommes déjà adaptés à ce nouveau régime pour nous et nous pouvons vivre avec. Ça, c'est une chose. Mais au moment où nos partenaires européens, nos partenaires américains, nos partenaires australiens ou canadiens seront prêts à changer, à tourner la page et à reprendre la coopération normale, nous serons prêts à discuter ce moment-là. Par contre, il y a des sanctions qui vont perdurer, peut-être pendant des décennies, des sanctions liées avec la Crimée, avec la réunification de la Crimée avec la Russie. La réunification qui est considérée comme annexion par certains de nos partenaires. Là aussi, nous ne pouvons que prendre note de cette position, mais comme nous avons déjà aussi indiqué plusieurs fois et très clairement, pour nous, l'affaire est close, la Crimée est revenue dans la mère patrie, et les sanctions qui sont liées avec la Crimée, nous le comprenons très bien, très probablement elles vont exister pendant des années et des années. Nous avons aussi des relations avec les États-Unis, nous avons des relations très compliquées aujourd'hui, il y a des sanctions. Là aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'allons pas céder, nous allons nous adapter à ces nouvelles sanctions américaines qui, paraît-il, doivent entrer en vigueur au mois de novembre. On va voir quel impact, quel effet ces sanctions auront sur notre économie. Mais même avec des sanctions existantes, même avec la conjoncture internationale qui n'est pas très favorable au développement, les taux de croissance en Russie cette année sont prévus au niveau de 1,5%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une croissance quand même. Et nous allons continuer, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires, macroéconomiques et microéconomiques, pour adapter notre économie, pour trouver les solutions dans le contexte des sanctions étrangères qui durent et qui vont perdurer quelque temps encore. J'étais à Moscou récemment. Et mon plus grand désarroi, c'est qu'il n'y a plus de fromage français dans vos commerces. Mais il y a des fromages suisses, par exemple. Oui, si vous avez, en tout cas, vous avez remarqué qu'il y a plein de fromages dans les magasins. Ouais, non, on ne peut pas appeler ça du fromage. Comment? On ne peut pas appeler ça du fromage. Ah non, mais vous êtes trop sévère. Vous parlez en français, là. vous êtes trop sévère. Non, les fromages, on produit nous-mêmes, nous produisons pas mal de fromages, ils sont différents. Il n'y a pas de tradition des camemberts en Russie. Par contre, c'est en train de se faire, d'ailleurs, j'étais très étonné. Oui, il y a d'autres... il y a des fermiers, je connais quelqu'un qui grâce, disons, à leur partenariat avec les fermiers français, les spécialistes français, ont réussi à lancer la production de certains fromages
de brebis surtout et de chèvres en Russie, dans la région de Krasnodar. Si je comprends bien, la quantité de la production n'est pas énorme, mais des précédents existent. Par contre, là nous pouvons plaisanter, évidemment. Certains de mes compatriotes souffrent beaucoup, sans Camembert et Coulommiers, et Roquefort, mais on peut citer les fromages français pendant une dizaine de minutes. Je m'arrête là. Mais oui, évidemment, c'est pas... C'est quoi votre préféré? Coulommiers, je pense, Coulommiers. Mais en tout cas, les fromages, la choix des fromages est assez spectaculaire. Il n'y a pas de fromage français, mais que faire? C'est un problème à la fois des consommateurs russes et des producteurs français. Et des sanctions. Oui, non, je veux dire que les sanctions qui ont frappé à la fois quelqu'un amateur de la cuisine et de la gastronomie française en Russie, mais surtout il a frappé les producteurs français qui sont privés de ce marché russe. Voilà. Et nous savons que les chiffres de pertes ont été très considérables. Pour les producteurs de pommes, pour les producteurs de fruits et légumes. Oui, pour l'agriculture en général. Pour l'agriculture française et européenne. On reviendra sur les sanctions, les embargos et tout ça un peu plus tard. Vous avez évoqué la Crimée, qui à la suite d'un référendum est retournée, comme vous le dites, dans la mère patrie. En ce moment, il y a un grand sujet. Il y a la maire de Paris qui a fait citoyen d'honneur Oleg Sentsov. On en parle sans filtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oleg Sentsov, c'est un cinéaste, on peut dire russo-ukrainien, parce que pour nous, c'est un ressortissant, c'est un citoyen de la Fédération de Russie. Lui, il se considère comme citoyen de l'Ukraine. Oleg Sentsov fait partie des gens qui n'ont pas accepté le retour de la Crimée en Russie. Mais au lieu de choisir des voies politiques pour manifester son désaccord, son hostilité même à cette décision, qui a été, comme vous avez dit, approuvée par la majorité écrasante des habitants de la Crimée. Et là, je peux vous dire que je connais la situation en Crimée parce que j'ai des parents là-bas. Donc lui, il a choisi une voie des activités terroristes. Pur, il s'agit d'un terrorisme pur et dur. Il a créé un groupe. Ils ont organisé deux incendies criminels en lançant les bouteilles, les cocktails Molotov dans deux édifices occupés par des organisations pro-russes. Dans un cas, c'était une organisation pro-russe. Dans un autre cas, c'était tout simplement la représentation locale de la partie de la Russie unifiée. Et il se préparait déjà une action plus forte, une explosion du monument de Lénine, par exemple. Je pense que c'était le monument de Lénine. Et à ce moment-là, ils ont été arrêtés par les services spéciaux russes. Donc, je veux la clarté absolue dans cette affaire-là. Oleg Sentsov n'a pas été arrêté pour ses activités politiques. Il n'a pas été arrêté pour ses activités en tant que cinéaste. Il était arrêté pour des actes très concrets qui ont déjà été perpétués et pour la préparation des actes plus solides, plus dangereux. Oui, personne n'a pas souffert, mais c'est juste une heureuse coïncidence. L'explosion qu'il préparait, c'était déjà, comme je dis déjà, c'était déjà une opération beaucoup plus dangereuse. Et voilà pourquoi il a été pénalisé sévèrement par la justice russe lors d'un tribunal, lors du procès qui a eu lieu. Et il est en prison, il est emprisonné et il a déclaré la grève de faim pour... On va y venir. Oui. Donc il a été condamné à 20 ans de prison pour activité terroriste. Amnesty International qualifie le processus de procès stalinien.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre perception? Non, je peux pas partager cette vision, parce que le procès stalinien, c'est le système des troïkas. Quand la décision a été prise sans avocat, pendant une vingtaine de minutes, 3 personnes jugées, en condamnées, et effectivement, c'était une pratique absolument horrible que nous condamnons aujourd'hui par tous les voies de notre État. Mais Oleg Sentsov, il a été jugé conformément à la législation russe. Oui, la législation qui concerne, qui traite les actes terroristes et les activités terroristes est très sévère. La peine était dure, je le confirme, mais ça c'est déjà c'est une question de, comment dirais-je, une question de goût. Pour eux, c'est un procès stalinien. Pour nous, c'est un simple procès absolument légitime, avec avocat, avec un avocat, avec la possibilité de défendre ses intérêts. En procès, je ne sais pas si c'était un procès ouvert ou non, mais en tout cas, tout le document existe et peuvent être consultés. Et Oleg Sentsov, il est en contact avec le monde extérieur. Donc je ne peux que manifester mon désaccord avec cette perception de la part de l'Amnesty International. Quand dans certains journaux, on peut lire que le FSB a monté le dossier à charge et à dessein. Je ne peux pas commenter ça. Il y a une décision, le juge a tranché. La justice a tranché et voilà. Quand on objecte à la Russie que son système judiciaire n'est pas à la pointe, qu'il y a de la corruption, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des associations en Russie qui s'occupent de ça? Il y a plein d'associations qui existent en Russie. Il y a plein d'associations qui œuvrent pour respecter le droit des gens condamnés, des gens qui se trouvent dans les prisons. Et il y a pas très longtemps, les cadres vidéo ont été diffusés dans l'Internet qui montraient les collaborateurs d'un centre pénitentiaire russe dans le nord de la Russie qui ont battu quelqu'un, une personne qui purgeait sa peine dans ce centre pénitentiaire. Comme résultat, plusieurs collaborateurs de ce centre ont été arrêtés et c'est un procès qui se prépare pour les juger pour leurs actes. Ce qui veut dire que la justice marche, la justice travaille, et tout ça, c'était grâce à la position active de certaines associations de la défense des droits de l'homme. Donc ça marche en Russie. Par contre, vous avez mentionné la corruption. Dans la justice et dans le système pénitentiaire. Je n'ai pas évidemment, la corruption, c'est un grand problème de la Russie, c'est un grand défi, c'est une grande menace, reconnue au plus haut niveau, reconnue par le président du pays. Il y a des gouverneurs qui sont arrêtés, il y a des généraux de la milice, de la police, pardon, qui sont arrêtés. Il y a des gens très haut placés. Hier, le frère de l'ex-président de la République de Daghestan a été arrêté pour la participation dans les activités criminelles. Donc on mène cette lutte qui est très difficile. Vous savez que lutter contre la corruption, surtout quand la corruption représente effectivement, je le confirme, un problème majeur, lutter contre la corruption, c'est très difficile. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est difficile, ça demande vraiment des efforts considérables. Peut-être on peut faire mieux, et nous le comprenons. Mais par contre, en ce qui concerne le système judiciaire et pénitentiaire, il y a des gens qui sont pénalisés, des gens qui sont issus de ce système et qui sont aussi pénalisés pour les cas de corruption. Mais je vous donne un petit exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu les photos d'un monsieur qui se trouve actuellement dans le centre pénitentiaire français, en condamné pour je ne sais pas quel crime ou je ne sais pas quoi, mais quelqu'un assez connu qui a été filmé, ou plutôt photographié, avec un téléphone portable, tout en restant dans la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un lui a apporté ce téléphone portable, et je pense que pour une petite somme en euros.
Ça se passe aussi chez nous, c'est évident, ce problème existe, mais globaliser ce problème, je ne le ferai pas, parce que la lutte, elle est très visible, parce que les personnes qui ont été condamnées, arrêtées et condamnées pour les actes de corruption, ce sont des personnes parfois très haut placées. Revenons, on reviendra sur la corruption après. On va revenir sur Oleg Sentsov. 137 jours de grève de la faim. Il réclame la libération de 70 détenus ukrainiens. Ça va se résoudre comment? Écoutez, nous tous, nous pouvons réclamer quelque chose. Lui, il a choisi cette voie-là, cette voie d'une grève de faim. Et il ne demande pas sa propre libération. Fort, hein. Hein? C'est un acte fort. C'est un acte fort, oui. C'est un acte fort. Je répète que Oleg Sentsov est en contact permanent avec ses amis, avec ses parents, avec ses avocats, avec certains représentants de la société civile. Ces photos ont été publiées. Je ne peux pas entrer dans les détails médicaux de son état de santé. Est-ce qu'il est gavé artificiellement ou pas? Non, non, non. Il accepte de consommer chaque jour une quantité de l'eau minéralisée. De l'eau et du sucre. Voilà, voilà. Donc, il est, comment dirais-je, il se trouve sous surveillance du service médical de ce centre pénitentiaire où il se trouve. Il n'est pas forcé à manger. Je répète, il est soutenu par cette liquide minéralisée. Il dit lui-même que l'équipe médicale s'occupe bien de lui, qu'il est dans une chambre. Il confirme que les conditions médicales sont bonnes et il a même refusé l'idée de se déplacer dans un autre centre pénitentiaire, une idée qui a été proposée par quelqu'un de ses amis. Donc il a préféré de rester là où il se trouve actuellement. Il est observé. Moi, personnellement, j'espère bien qu'il arrête sa grève de faim, parce qu'on ne peut pas réclamer la libération de 120 personnes. Chacun est arrêté et condamné pour des actes tout à fait différents. C'est la même. Imaginez-vous que, disons, vous savez que dans les prisons françaises, il y a certains représentants d'un mouvement séparatiste. Les Basques, les Corses. Je ne veux pas citer la région française. Imaginez-vous que demain, quelqu'un déclare une grève de la faim et demande la libération de toutes ces personnes qui est considérée pour lui comme des prisonniers politiques, comme des otages des autorités officielles, et il réclame leur libération. Quel sera le comportement, quelle sera la réaction des autorités? Je ne pense pas qu'ils vont accepter de libérer tous ces gens-là. Il y a des Russes emprisonnés en Ukraine ou pas? Si, il y a des Russes qui sont emprisonnés en Ukraine. Et c'est un sujet des échanges entre nos deux pays. Parce qu'il y a des Russes, tout simplement des simples criminels, mais il y a des Russes qui ont été arrêtés pour leur participation dans les événements au Donbass. Mais chaque cas est examiné séparément, parce qu'il y a un problème des prisonniers de guerre et des otages, des gens qui sont détenus dans le Donbass et en Ukraine. C'est un sujet des négociations dans le cadre du groupe de Minsk. Il y a des Russes qui ne font pas partie de ces histoires-là, comme Sentsov ne fait pas partie de ce problème qui est traité dans le cadre de l'accord de Minsk. Mais il y a des relations entre deux ombudsmen, russes et ukrainiennes, toutes les deux femmes, qui sont en contact, qui traitent ces sujets. Et ce sont des sujets qui font partie de plusieurs questions qui fâchent aujourd'hui entre Kiev et Moscou. On va changer un peu de sujet. Votre ministre de l'Énergie a déclaré récemment que le pic énergétique de la Russie arriverait entre 2 et 3 ans. Est-ce que la Russie se prépare à une transition énergétique? Est-ce que la Russie redoute le fait que son budget ne pourra plus être à l'équilibre grâce à sa rente énergétique?
Il faut dire qu'aujourd'hui, notre budget dépend beaucoup de cette rente énergétique, mais pas comme il y a 10 ans, par exemple. Aujourd'hui, ça fait moins de 30% à ma connaissance. À ma connaissance, Donc, quand le baril de pétrole est en dessous les $54, votre budget n'est plus à l'équilibre. oui, mais ce temps est passé. Aujourd'hui, c'est 82 dollars pour un baril et certains pronostics, ça va monter jusqu'à 100 dollars. Mais ça ne change notre problème à nous. Nous sommes condamnés à diversifier notre économie. C'est un défi majeur devant les dirigeants de la Russie et devant notre économie nationale. Et les sanctions nous ont bien montré qu'il faut activiser le travail dans ce domaine-là. Il faut réindustrialiser la Russie. Il faut moderniser davantage l'économie. Il faut développer le secteur de l'agriculture. Il faut développer le secteur énergétique justement tout ce qui est lié avec l'économie verte est vu avec beaucoup d'intérêt par les Russes, par le gouvernement. Oui, pour l'instant, nous ne sommes pas des champions dans ce domaine-là. Et il y a pas mal de choses à faire. Et nous comprenons très bien que le défi est énorme. Nous le comprenons. Et nous entreprenons certaines mesures. Mais il faut faire mieux. Pourquoi le défi est énorme? Parce que la Russie est un pays énorme et développé une vraie économie verte, une vraie économie écologique et surtout diversifier l'économie russe après tous ces 20 ans, après la disparition de l'Union soviétique, quand une grande partie de l'industrie a été tout simplement détruite. C'est une sacrée tâche qui demande pas mal de financement et pas mal d'efforts. Le PIB voilà pourquoi russe, nous sommes réalistes, nous comprenons que c'est une tâche très difficile. Le PIB russe, c'est combien? PIB russe, je ne veux pas vous dire des bêtises, je ne veux pas donner ces chiffres-là. Je vous promets de fournir ce chiffre la prochaine fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du pic énergétique? Qu'est-ce que vous connaissez de cette notion de peak oil? Est-ce que ça vous parle, vous, producteur de pétrole? Donnez-moi quelques précisions. Le pic de Huber, cette courbe en cloche, après le maximum de production qui décroît. Est-ce que vous êtes sensibilisé à ce type de... Oui, mais écoutez, si je comprends bien, c'est un problème qui est lié à la fois avec le niveau, avec la modernité de l'industrie énergétique et en même temps avec les ressources que nous avons et qui peuvent être épuisées à un moment donné. Donc pour l'instant, le moment n'est pas venu. Nos ressources restent toujours très considérables. En plus, avec ces changements climatiques, nouvelles options s'ouvrent dans ce domaine, dans l'extrême nord russe. Mais technologiquement, du point de vue de la technologie, il faut toujours moderniser ce domaine-là. Et là, les sanctions rend les défis encore plus compliqués pour nous. Mais nous essayons de trouver des solutions. Nous essayons d'élargir le nombre de nos partenaires technologiques. Nous travaillons beaucoup avec les Chinois. Nous travaillons beaucoup avec d'autres partenaires, y compris occidentaux. Mais c'est un des défis. C'est les Occidentaux qui vous ont poussé dans les bras des Chinois. Quand on voit Xi Jinping se faire un petit sandwich de caviar avec Vladimir Poutine. On peut le dire en quelque sorte, parce que nous avons, après 2014, après l'introduction de ces sanctions, après cette attaque, y compris médiatique, contre la Russie, on a bien compris qu'il faut mettre les œufs dans les différents paniers. Et notre aigle bicéphale, il regarde à la fois à l'est, vers l'est et vers l'ouest. Mais c'est surtout les changements économiques qui se passent aujourd'hui, en ce moment, dans le monde, nous font prendre des décisions, nous font faire nos choix.
ou plutôt nous font évaluer un petit peu notre ligne. Parce que je veux expliquer, aujourd'hui, c'est dans l'Asie du Sud-Est où se trouve le nerf de l'économie, où se déplace le centre de la vie économique, paraît-il. En tout cas, on dit qu'aujourd'hui, l'économie chinoise, c'est la deuxième économie mondiale, demain, première. Nous le comprenons. Nous comprenons que c'est dans nos intérêts de participer dans la réalisation de ce projet pharaonique de nouvelles voies de soie, qui est planifié et proposé par la Chine au monde entier, je peux dire, en tout cas à une grande partie des pays asiatiques et européens. Nous comprenons que cette voie va passer par la Russie et nous comprenons que nous devons profiter de cette opportunité pour renforcer nos liens économiques avec ce géant économique, la Chine, pour renforcer nos liens politiques et pour renforcer nos propres positions économiques comme un acteur important dans les relations entre l'Europe et la Chine. Mais en même temps, le rapprochement que vous observez aujourd'hui dans les relations entre la Chine et la Russie est lié non seulement avec l'économie et les intérêts financiers et économiques. Nous partageons avec les Chinois la même vision du monde. Nous constatons avec eux que le monde, chaque jour, devient plus polycentrique qu'hier, que les temps d'une seule superpuissance ou de deux superpuissances, ces temps sont révolus. Et les Chinois partagent notre analyse. Ils comprennent qu'aujourd'hui, il faut créer un nouveau ordre politique, un nouveau ordre mondial, basé sur le respect de la droit international, basé sur le respect du rôle principal de l'ONU, basé sur le respect mutuel et des intérêts des uns et des autres, et du principe de non-ingérence dans les affaires des pays. Donc notre partenariat avec la Chine est très profond. Il est basé sur plusieurs aspects. La frontière commune, très longue. Les affinités culturelles, malgré la différence. Mais il y a des traditions, depuis l'époque soviétique, et même avant. Les intérêts économiques, les intérêts dans le domaine sécuritaire. Voilà, donc notre rapprochement avec la Chine porte un caractère très profond et basé sur plusieurs facteurs. Vous n'avez pas peur de vous faire manger ensuite par les Chinois? Oui, c'est une théorie très connue. Je peux vous confirmer que dans les régions limitrophes, il y a 6 millions Russes et 120 millions de Chinois. Mais écoutez, l'impérialisme ne fait pas partie de la tradition chinoise. La Chine était envahie, mais Chine n'envahissait jamais les territoires. Si vous prenez l'histoire millénaire, peut-être à l'époque, les royaumes avant Jésus-Christ ou après, peut-être il y avait des guerres, il y avait des agressions à l'intérieur de la Chine actuelle, mais depuis un moment, la Chine n'a pas manifesté des pratiques agressives. La Chine a ses intérêts. La Chine veut respecter ses intérêts dans certaines régions, y compris dans la mer de Chine. Dans la mer de Chine. En ce qui concerne la Russie et la Chine, nous sommes persuadés que nos intérêts mutuels sont tels que nous n'avons rien à craindre. Évidemment, je ne peux pas jeter un coup d'œil dans 100 ans, qu'est-ce que va nous attendre, mais aujourd'hui, les liens sont si profonds, les liens personnels sont si forts. Je ne veux pas parler de l'amitié, parce que l'amitié, c'est une chose très relative, mais il y a des intérêts. Et comme je vous ai dit, il y a des intérêts politiques, économiques, militaires, sécuritaires, culturels. En ce qui concerne la situation dans la mer de Chine, vous voulez poser la question,
Bon, là, je peux vous dire que... Est-ce que c'est le respect du droit international? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que... Évidemment, nous sommes pour les solutions qui seront le résultat des compromis. Nous sommes pour les négociations. Nous espérons que tous les acteurs internationaux qui sont dans la région, mais qui sont vraiment dans la région, ils vont trouver des solutions pacifiques et négociées. Par contre, nous pensons que l'ingérence brutale, et là je parle évidemment des États-Unis, ne peut que compliquer les choses dans cette zone-là de l'océan Pacifique. Mais nous sommes pour la voie négociée, nous sommes pour les pourparlers. Nous savons que les Chinois, tout en défendant leur position, ils savent négocier, ils peuvent être flexibles, mais il faut parler, il faut se parler. La Russie et l'Afrique, on voit beaucoup de Russes en Afrique maintenant, non? Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que les Russes ne quittaient jamais l'Afrique. L'Afrique, depuis la libération, depuis des années 60, depuis la libération de l'Afrique, depuis la création de plusieurs États indépendants en Afrique, l'Union soviétique était présente dans plusieurs pays africains. Il a investi beaucoup dans le renforcement de leur indépendance, dans le développement de leur économie, dans les domaines. On a investi énormément dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'industrie. Mais évidemment, compte tenu que le monde était divisé entre deux camps, il y avait des pays africains où c'était l'Union soviétique qui régnait en quelque sorte. Dans les autres pays, c'était l'Occident, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui étaient plus présents, plus actifs. Aujourd'hui, il n'y a pas des raisons idéologiques. Aujourd'hui, nous avons des intérêts économiques et politiques. Nous avons un grand intérêt de profiter de ces liens qui ont été tissés pendant les années soviétiques. Avec les universités, les échanges. Avec les universités, avec les échanges, avec plusieurs dizaines de milliers d'étudiants africains qui ont passé par les universités soviétiques, qui ont été formés en Union soviétique, qui peut-être ont oublié déjà la langue russe, mais qui ont gardé de très bons souvenirs concernant leur séjour, parfois très long, en Union soviétique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, avec le renforcement de nos positions, le renforcement naturel de nos positions économiques et politiques, nous devenons plus visibles dans certains pays africains. Nos hommes d'affaires qui représentent des grands concerns, des grandes compagnies, veulent explorer les terres africaines, veulent profiter de ces richesses, tout en respectant évidemment les intérêts des nations et des pays. Mais je veux dire tout simplement que nous avons déjà des structures non étatiques qui veulent venir en Afrique, qui veulent travailler avec les Africains. Il y a des contacts, et compte tenu qu'il n'y a pas des problèmes idéologiques. Aujourd'hui, toute l'Afrique est ouverte à la coopération. Il n'y a pas des zones, des chasses gardées des Occidentaux et des Russes. Tout le monde est présent partout. Donc voilà. Hein? Et il y a des Chinois, c'est un autre facteur. Il y a des militaires russes en Afrique? Je pense que votre question est liée avec un seul pays africain, avec la République centrafricaine. Voilà. La République centrafricaine, un pays qui souffre depuis des décennies déjà d'une instabilité absolue, ce pays africain profite de plusieurs soutiens de l'Union africaine, de l'ONU et de la Russie, qui accorde son aide militaire et technique strictement dans le respect de la législation internationale, en coordination avec les Nations Unies, en coordination avec l'Union africaine. Ce que nous faisons, nous augmentons les capacités des forces gouvernementales qui ont besoin d'être formées, qui ont besoin d'être armées pour contenir les menaces terroristes y compris, pour maîtriser la situation dans le domaine de sécurité, et nous les aidons. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment... ces activités sont très
transparentes, et je répète, ils se font en coordination avec les Nations Unies. Alors, question d'Internet. Que pense-t-il de la décision de Trump de se retirer du Conseil des droits de l'homme et de ne plus reconnaître l'autorité de la Cour pénale internationale? Bon, ces décisions s'inscrivent parfaitement bien dans cette ligne d'isolationnisme et d'unilatéralisme. Je vous ouvre une parenthèse, si vous me permettez. Oui. La Russie reconnaît le tribunal de La Haye. Nous ne sommes pas membres de la Cour pénale internationale pour nos propres raisons. Mais nous sommes des membres actifs de la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme. Et nous ne pouvons que déplorer le départ des Américains. Cela veut dire qu'ils ne se sentent pas très bien là où ils sont obligés de défendre sa position, là où ils sont obligés de riposter, de s'expliquer, parce que ce n'est pas uniquement les États-Unis qui accusent d'autres partenaires internationaux pour tel ou tel non-respect des droits de l'homme. Mais les États-Unis sont aussi très critiqués par la communauté internationale et par certains pays. Donc il paraît qu'ils ne se sentent pas très bien dans ce cadre-là. Ils ont décidé de partir. C'est une décision déplorable, je répète. Poursuivre les juges qui s'intéresseraient de trop près des ressortissants américains. Là, vous parlez de la Cour pénale internationale. Ça, c'est leur décision. Je ne peux pas commenter la décision souveraine américaine. C'est leur décision. C'est aux juristes de traiter cette affaire. Si c'est comment ça s'inscrit dans le droit international. Mais je peux en tout cas vous dire que le problème de la justice américaine, qui est très active à l'extérieur de ses frontières. À l'extérieur de ses frontières, c'est un problème très connu. Et c'est un problème qui touche concrètement les Européens, surtout maintenant, quand les États-Unis ont déclaré, également dans le contexte de la même ligne de Donald Trump, de quitter l'accord avec l'Iran, l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Vous savez que désormais, ou plutôt surtout après le 5 novembre, toute compagnie étrangère, y compris européenne, qui a des affaires commerciales ou tout simplement en partenariat économique avec l'Iran, peut être pénalisée très sévèrement par la justice extraterritoriale américaine. C'est à vous de me dire si vous acceptez cette idée, cette pratique ou non. Mais là, j'ai mentionné ce problème en ce qui concerne la Cour internationale, la Cour pénale internationale. Je répète, c'est une décision américaine et c'est aux experts de dire s'ils peuvent poursuivre les juges de ce tribunal ou non. Vraiment, c'est un aspect juridique, je ne peux pas commenter ça. Et j'ai à reconnaître que la Russie ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. Et en ce qui concerne la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme, là, je vous ai dit quelques mots. On va vous donner le choix. On parle un peu écologie, on parle un peu ressources. Est-ce qu'on parle un peu d'effondrement, de collapsologie? En France, en ce moment, il y a Nicolas Hulot, notre ministre de l'écologie, qui n'est pas mort, mais qui a démissionné. Qui est parti, oui. A parlé avec le Premier ministre, M. Philippe, d'effondrement, d'épuisement des ressources. Est-ce qu'en Russie, c'est un sujet qui vous préoccupe? Est-ce que le gouvernement russe a eu vent de cette théorie? Le président Poutine est venu à Paris pour assister aux travaux du sommet sur le climat qui a été organisé par la partie française. Ce qui démontre déjà combien nous sommes attachés à la cause écologique. Nous avons signé l'accord de Paris. Nous soutenons la lutte pour l'écologie. Nous comprenons que déjà aujourd'hui, il faut réfléchir comment le monde, comment la communauté internationale doit agir pour éviter cet effondrement. Nous comprenons que la menace existe. Nous comprenons que le changement climatique, c'est une réalité. Il y a différentes écoles. Il y a ceux qui disent que effectivement, c'est le résultat des activités humaines.
des activités industrielles. Les autres prétendent que c'est plutôt le cours naturel des choses, c'est la nature qui connaît des cycles, et aujourd'hui c'est le cycle de réchauffement qui est arrivé. Mais dans toutes les choses, nous comprenons que le problème est énorme. Nous le ressentons en Russie. Les problèmes écologiques en Russie sont très importants, parmi d'autres problèmes. Il y a des régions qui souffrent plus, il y a des régions qui sont en sécurité écologique plus élevée. Mais là aussi, il faut donner des réponses collectives, mais des réponses très bien élaborées, des réponses qui respectent les intérêts nationaux. La Russie n'est pas le premier pollueur du monde, très loin. Nous sommes très loin à cause de certains, comment dirais-je, baisses. C'est qui le premier? Je pense que c'est les États-Unis. Je pense que les États-Unis et la Chine luttent pour la première place dans ce domaine-là. Mais la Russie, comme tous les pays industriels, contribue à son tour. Mais nous ne sommes pas les pollueurs les plus importants. Mais nous comprenons que nous pouvons souffrir de cette pollution, nous pouvons souffrir de ce réchauffement climatique. Voilà pourquoi nous sommes très actifs dans ce domaine. Et là, par exemple, nos approches avec nos partenaires français se coïncident souvent, même si il y a des nuances, il y a des différences dans l'analyse. Mais je vous confirme que c'est un problème très important, c'est un problème global. Quand nous parlons de la multipolarité, du monde polycentrique, nous avons dans la tête également le problème écologique, parce que nous comprenons que là, c'est un problème qui ne peut pas être géré que par toute la communauté internationale. Mais tout simplement, il faut élaborer les méthodes, les pratiques, ensemble dans le cadre des formats internationaux qui existent. Il faut travailler ensemble. Il y a un projet russe de centrale nucléaire flottante. C'est écologique, c'est pas écologique. Est-ce que le risque nucléaire, vous l'anticipez? En principe, l'énergie atomique s'inscrit dans l'économie écologique. Il faut évidemment assurer la sécurité des stations nucléaires, mais sachez qu'après la tragédie de Tchernobyl, nous avons beaucoup investi dans ce domaine-là pour vraiment rendre nos centrales nucléaires les plus sûres du monde. On fait beaucoup dans ce domaine-là. Notre compagnie nationale Rosatom, c'est un acteur important sur la scène internationale qui coopère avec la France, qui coopère dans les pays tiers. C'est un acteur très important. On a investi beaucoup justement dans les nouvelles technologies, dans la sécurité des stations nucléaires. On tire des leçons après chaque incident qui se passe même quelque part ailleurs. Par exemple, après ce qui s'est passé au Japon, à Fukushima. Nous sommes très vigilants. Nous sommes très conscients que c'est bénéfique pour l'humanité, l'énergie atomique. Mais ça peut être dangereux. Donc il faut trouver un équilibre. En tout cas, nous proposons de développer ce secteur de notre système énergétique. Vous en êtes où avec ce qu'on appelle ce recyclage des combustibles? Oui. Nous faisons partie, il paraît qu'il y a 4 pays de cycle nucléaire absolu. La Russie fait partie de ces 4 pays, donc oui, nous maîtrisons tout ce qui existe dans ce domaine-là. Quand on voit des Japonais installer une centrale nucléaire sur une faille sismique, est-ce que la Russie s'inquiète? Est-ce que la Russie pouvait donner des conseils? La Russie a son expertise qui a une très ancienne tradition. Nous sommes prêts à donner des conseils. Nous sommes prêts à construire des centrales nucléaires à l'étranger, ce que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il faut dire que Rosatom, c'est une des sociétés qui appartient aux sociétés les plus développées, les plus puissantes de la Russie. Elle a connu beaucoup de succès à l'extérieur du pays. Et quand on parle, par exemple, de notre balance économique, commerce extérieur, les services et ce qui produit notre industrie nucléaire
représente vraiment un morceau très important voilà, dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez des associations du type Greenpeace qui remettent en question votre il y a nucléaire? des associations écologiques, certainement. Ils ne sont pas si puissants qu'en Occident, mais nous avons notre propre Greenpeace russe, si je ne me trompe pas. Non, les écologistes sont présents sur le terrain politique russe, mais il est à reconnaître cette tradition, vous comprenez, existe depuis 20 ans. 25 ans, depuis 91, depuis la disparition de l'Union soviétique. Donc, leurs positions ne sont pas si fortes, si puissantes qu'en France et dans certains d'autres pays européens, mais nous avons nos propres vers qui, pour l'instant, ne sont pas entrés sur l'échiquier politique, ne participent pas aux élections. Non, ils ont participé aux élections il y a quelque temps, mais pour l'instant, c'est une force plutôt marginale, dans le sens positif du mot. Voilà. On va changer de sujet. On va parler du rapport de l'armée sur la propagande russe. Un rapport qui a été coécrit par le rapport n'est pas présenté contre la propagande russe, c'est un rapport sur les fake news en général, non? Ouais, il parle beaucoup de la propagande russe dedans. Oui, il parle beaucoup. Donc ça a été fait en partie par le Centre d'analyse et de prospective stratégique du Quai d'Orsay et par un bout par l'armée. Ça vous a fait quoi de voir un rapport de plus de 200 pages expliquant que vous étiez revenu aux anciennes méthodes Nous avons étudié évidemment ce rapport, nous avons lu ce rapport. Ce rapport, malheureusement, s'inscrit un petit peu dans cette ligne politique qui existe, non spécialement en France, mais en Occident collectif, comme nous disons, une ligne qui est basée sur le principe qu'il faut contenir, endiguer la Russie, qui devient de plus en plus agressif, qui représente un danger, etc. Et voilà ce que nous avons trouvé en analysant ce rapport. On a calculé combien de fois différents mots, différents pays ont été mentionnés dans ce rapport de 200 pages, comme vous avez dit. Donc, qu'est-ce que nous avons comme résultat? L'État islamique, Daesh, 18 fois. Les mots liés avec djihad, djihadisme, etc., une dizaine de fois. La Chine, 72 ou 76 fois, est mentionnée dans ce rapport. La Russie est mentionnée 426 fois. Ça nous étonne énormément. Est-ce que ça veut dire que c'est la Russie qui représente une menace principale pour la France et pour le monde occidental? Est-ce que ça veut dire que c'est de la Russie que le danger vient pour l'existence de l'Occident, des démocraties occidentales, des démocraties européennes? C'est une chose absolument inexplicable pour nous. Nous ne pouvons pas réaliser comment nous sommes arrivés à ça, comment on date là... Je vous donne des pistes. Oui. Bon, je vous donne des pistes. Quand, à Saint-Pétersbourg, une usine à troll de 4000 m² officie, qui n'est pas sous l'autorité directe du gouvernement russe ou pas sous l'autorité directe de quelqu'un du gouvernement, et que cette usine à troll passe de 4000 m² à 12 000 m². Et où vous avez pris cette information? Dans le rapport. Qui vous a dit ça? Dans le rapport. Dans le rapport, oui. Mais je veux dire, dans le rapport, nous revenons justement au problème d'information. Donc ça les a peut-être un peu stressés. Donc ils sont peut-être fait intoxiquer, c'est peut-être pas le cas. Bon. Quand, dans ce rapport, il marque noir sur blanc, vous comprenez quand même, un satellite russe s'est approché d'un satellite français avec des grandes oreilles. C'est un sujet qui a été évoqué entre nos deux pays. Allez, on en parle. Non, c'est un sujet purement technique. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, écoutez, je ne peux pas vous donner les détails techniques, pour plusieurs raisons. En tout cas, je peux dire que le sujet a été évoqué par nos partenaires français à un moment donné. Les explications ont été données suite à cette demande.
Et pour nous, l'affaire a été close. Nous avons donné nos explications. Ça y est. Qui était que notre satellite ne représentait aucun danger au satellite français ou franco. C'est un satellite, pas purement, mais peu importe. En tout cas, notre satellite ne représentait aucun danger pour le satellite français. Vous maîtrisez votre trajectoire, c'est pas mal. Non, c'est tout simplement, on a dit qu'on n'a pas violé aucune loi internationale. Tout était inscrit dans les pratiques courantes qui existent dans l'exploitation actuelle de l'espace. C'est un peu comme des vols de l'aviation stratégique russe qui effectuent des vols d'entraînement, mais ne violent pas l'espace territorial des pays limitrophes, des pays de l'Occident. Ils passent près de ces frontières, mais ils ne violent jamais, ils n'entrent jamais dans l'espace de tel ou tel pays, en effectuant les vols dans l'espace international, en respectant toutes les règles, toutes les lois qui existent dans ce domaine-là. C'est un peu la même histoire. Par contre, si nous revenons à cette fabrique de trolls, vous savez, le problème, c'est que il y a des espaces, il y a des organismes, des structures où nous pouvons évoquer ce type de problème. Parmi ces structures, je peux citer l'Organisation pour la coopération et OSCE et la sécurité en Europe, OSCE, qui se base à Vienne. Il y a un format qui existe dans le cadre de cette organisation qui permet d'échanger de tout ce qui concerne les problèmes informatiques, de tout ce qui concerne de la sécurité informatique. Il y a des canaux bilatéraux. Il y a des possibilités d'examiner ces sujets lors des contacts entre les dirigeants de nos pays. Nous voulons évoquer chaque sujet de façon très concrète et très pratique et constructive. Vous voulez nous dire que nous avons une fabrique des trolls. Venez, présentez vos preuves et parlons ensemble en ce qui concerne ce problème-là. Nous avons déjà, et je peux vous dire que cette discussion cet échange entre les Russes et les Français sur les problèmes de la sécurité informatique, il existe et nous voulons qu'il se développe. C'est pas de la sécurité informatique, là, ça s'appelle de l'astroturfing. L'astroturfing, c'est... Pour nous considérons ce problème dans le cadre d'un grand sujet que nous appelons sécurité informatique ou sécurité d'information. Pour vous donner un exemple, nous voulons rendre les négociations concernant, ou plutôt les échanges concernant ce problème, nous voulons soulever cette question à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous voulons évoquer ce sujet dans le cadre international. Voilà pourquoi nous allons proposer des initiatives sur l'élaboration des règles dans ce domaine au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous voulons discuter ça. Nous disons à nos partenaires américains, vous dites que nous nous sommes ingérés dans vos élections américaines. Donnez-nous de preuves. Parlez-nous. Montrez-nous ces IP adresses ou je ne sais pas quoi. Envoyez-nous des informations. On va vous donner des réponses. On a proposé à l'entreprise de commencer d'entamer des consultations bilatérales. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à la discussion. Nous n'avons pas réussi à convaincre nos partenaires américains à entamer ce type de consultation. Nous avons proposé à nos partenaires français de nous présenter des preuves concrètes d'ingérence dans les affaires françaises pendant l'élection présidentielle. Même si, si je ne me trompe pas, ces accusations ont été prononcées par certains représentants de la campagne électorale du président Macron, mais pas par les autorités françaises, à ma connaissance. En tout cas, jamais on n'a pas mis sur la table, lors de nos contacts avec, aux différents niveaux, on n'a pas mis sur la table une liste des questions adressées à la partie russe. Comment vous pouvez expliquer tel fait? Qu'est-ce que vous voulez dire sur telle ingérence? Jamais on n'a été approché par nos partenaires français, malgré notre souhait de discuter cette affaire de façon approfondie, de façon constructive, dans l'atmosphère qui existe toujours dans le dialogue franco-russe.
Et nous restons prêts, nous restons ouverts à discuter tout ça. Et là, vous me parlez de ce fabrique de trolls. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée si cette fabrique existe ou non. Je sais qu'il y a des... Nous avons évoqué ce sujet lors de notre contact précédent. Il y a des hackers indépendants. Les trolls et les hackers, c'est pas pareil. Paul Morera a fait un reportage dessus où il a été jusqu'au pied de l'immeuble, où il a été reçu. Bon. Qui ça? Paul Morera. On va revenir sur ce sujet après. Revenons à notre rapport fait par le CAPS et par une partie de l'armée, qui a été présenté dans l'amphithéâtre Foch avec le ministre de la Défense en grande pompe. Qu'est-ce qui vous a fait mal, pas mal? Qu'est-ce qui vous a choqué, pas choqué? Non, écoutez, on était plutôt étonnés par cette quantité, cette différence incroyable entre les citations de certains acteurs internationaux ou non étatiques et la Russie. Après avoir fait ces calculs, on peut faire la conclusion que, je répète, que l'ennemi numéro 1 de l'Europe et de la France, c'est la Russie. Nous ne pouvons pas accepter cette idée, cette perception. Ça nous étonne. On le savait. Oui, ça nous étonne énormément parce que ça ne correspond pas avec la réalité, à notre avis. La Russie, qui a changé tellement, qui ne présente rien de l'Union soviétique de l'époque, un pays avec l'armée de 3 ou 4 millions de soldats, avec la surface beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, avec l'idéologie puissante qui avait des partisans partout dans les pays du monde et en Europe, avec tous ces instruments, avec tous ces moyens, je peux imaginer qu'on représentait un certain danger. Mais aujourd'hui, quand le pays est un pays démocratique, avec des élections, avec la liberté de la presse, avec l'opposition système et non-système, avec plusieurs défis, menaces, dangers devant elle, plusieurs de ces menaces sont communs. Ils se posent devant la Russie aussi bien que devant l'Occident. Sur la liberté de la presse, vous faites souvent tirer les oreilles par certaines organisations internationales. Nous sommes critiqués comme plusieurs d'autres pays, mais écoutez, on peut faire mieux, peut-être, mais par rapport à tout ce qu'on avait avant 91 et surtout avec Internet, c'est vraiment ça la liberté. Telegram qui a sauté. Pourquoi? Telegram, si je comprends bien, Telegram fonctionne toujours, mais Telegram a été pénalisé pour son désaccord de coopérer avec les services spéciaux dans la lutte contre le problème terroriste. Ce n'est pas pour surveiller les citoyens russes que le service fédéral de sécurité a demandé la coopération. C'est pour contenir la menace terroriste, parce que nous savons tous ces outils sont utilisés par les malfaiteurs, par les terroristes. Et là où nous devons par coopérer... les journalistes qui ne veulent pas être écoutés ou par des choses comme ça. Oui, par les journalistes également, mais ce n'était pas contre les journalistes, c'était contre les terroristes quand même. Voilà, et en plus, on peut imaginer que Messenger, c'est un seul outil qui existe, et tous ces WhatsApp, Viber et les autres. Mais Telegram, c'est un sujet aussi très technique, lié avec ces fameux clés. Je ne suis pas très spécialiste dans ce domaine, mais je peux vous confirmer quand même que Internet, il est surveillé, mais du point de vue des activités illégales. Je ne sais pas, propagande du racisme, de la xénophobie, de la violence, de l'intolérance par rapport aux différentes ethnies, confessions, religions, etc., pédophilie, criminalité organisée, terrorisme. Internet donne beaucoup de possibilités à nous tous, mais en même temps, il représente certaines menaces, certains dangers. Mais je répète, nous voulons, avec tous nos partenaires internationaux, sans exception, élaborer ensemble des règles de comportement dans le domaine en général de la sécurité d'information. J'ouvre une petite parenthèse, une petite diversion, histoire de vous déconcentrer un peu. Pourquoi Dailymotion est toujours interdit en Russie? Qui ça? Dailymotion. C'est un peu le YouTube français. Je ne peux pas vous donner la réponse, je ne suis pas informé. Et je ne connais pas qu'est-ce que c'est
Dailymotion? Dailymotion, non. Hélas, Bon, j'ai honte, mais bon, je connais pas. personne n'est parfait. Revenons à notre rapport. Pour vous, le fait que les États-Unis n'aient pas été cités, que d'autres pays n'aient pas été cités, on parle toujours de la Russie, la Chine, l'axe du mal. Pourquoi, en tant que Français, nous, on s'est posé la question, pourquoi on n'a pas eu quand même une petite partie sur les États-Unis? Vous avez eu ce même questionnement ou... Vous êtes mieux placé que moi pour répondre. Je ne suis pas français, moi. Mais non, écoutez, voilà, c'est ça le problème. Nous ne comprenons pas pourquoi élaborer un tel rapport sans discuter ce sujet au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral. Nous sommes pour le monde multilatéral, pour la politique multilatérale. Nous sommes absolument d'accord avec le président Macron qui profite de chaque son apparition devant les décideurs internationaux ou devant le public international pour réitérer encore une fois que la France est partisan de la multipolarité. Nous aussi, nous sommes des partisans de multipolarité. Nous sommes très loin de l'isolationnisme. Nous sommes très ouverts à la coopération au niveau régional et international. Regardez ce que nous faisons. Au lieu de quitter l'organisation, nous voulons élargir des organisations, nous voulons développer les contacts entre les différentes organisations. Nous sommes partisans de l'intégration des intégrations. Voilà pourquoi nous optons pour l'établissement d'un vrai, disons, pas partenariat, mais pour l'instant, d'un contact permanent entre l'Union européenne et l'organisation de la coopération euro-asiatique que nous avons créée avec certains de nos partenaires pays membres de la communauté des États indépendants. Nous travaillons activement avec plusieurs partenaires dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai. Et il y a toujours des pays qui veulent entrer dans cette organisation, devenir observateurs et membres permanents. Donc nous sommes absolument ouverts au contact, à la coopération, au développement des relations dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. Mais au lieu de ça, nous recevons un rapport où on nous accuse, où on présente la Russie, je répète, comme le premier danger qui existe devant l'Occident aujourd'hui. Voilà, je me demande si les Français partagent cette vision des choses. Dans ce rapport, on parle beaucoup des médias d'influence russe comme RT et Sputnik. C'est Télékremlin, comme on l'appelle. Oui, deux chaînes très professionnelles. Dites-moi, s'il vous plaît. Pour RT, peut-être. Pour Sputnik, on émettra quelques réserves. Bon, je connais mieux Russia Today. Russia Today, c'est une grande nouveauté pour nous. Pour la première fois dans notre histoire, nous avons créé une télévision qui doit porter notre vision du monde aux téléspectateurs internationaux et étrangers. Dites-moi s'il vous plaît, vous avez une chaîne magnifique que nous aimons bien et nous coopérons avec eux, France 24 par exemple. France 24 qui parle en français, en anglais, en arabe, n'est-ce pas? En espagnol? Non. Français, arabe, anglais. Diffuse ces programmes en 3 langues. C'est pour faire quoi? C'est pour donner la vision française du monde. C'est pour donner la position française, les analyses françaises. Parce que je présume que les analyses de Brexit, présentées par France 24, se distinguent un petit peu de la façon de présenter ce qui se passe en Grande-Bretagne par BBC, par exemple. Donc, France 24 existe pour faire savoir à tous ces téléspectateurs la position française. Et c'est normal. Diffuser sa vision du monde. La Russie le fait depuis quelques ans uniquement. On a créé pour la première fois, voilà, cette chaîne Russia Today. 2006, non 2006. Et en France, on a notre, section française a été ouverte l'année dernière, je pense. Donc, ça, depuis 2 ans, peut-être. Et déjà, cela provoque tant de critiques et tant de peurs. Mais nous ne faisons que diffuser notre vision du monde. Est-ce que c'est un crime?
Est-ce que c'est un crime? Moi, je ne le vois pas. On parle de fake news. Donnez-moi un exemple. Donc, fake news. Qu'est-ce que c'est fake news? Qui décide que c'est un fake news? Où est cette frontière entre fake news et tout simplement la position? Je peux vous dire qu'en analysant des articles, des émissions qui parlent de la Russie, dans la presse française, dans les mass médias français, nous pouvons traiter certains de ces sujets, certains de ces articles comme aussi comme des fake news, comme manipulation d'informations. Quand, par exemple, j'ai plusieurs exemples, quand le contenu de l'article ne correspond pas aux photos qui vont avec. Juste un petit exemple. Nous avons évoqué avec vous les problèmes de homophobie en Russie il y a quelque temps, vous vous souvenez. Et de racisme. Et je vous rappelle qu'on m'a posé beaucoup de questions avant le championnat du monde de football en Russie. Il y avait beaucoup de peur. Comment les Russes, les supporters russes vont traiter des représentants des minorités sexuelles et ethniques. Vous savez aujourd'hui que pas un seul incident lors de tous ces 4 semaines de cette grande fête sportive. Pas un seul incident majeur. Pas un seul. C'est à titre de réponse aux questions qui ont précédé ce championnat. Et là, je reviens en juste un petit exemple. Imaginez-vous un article qui concerne une agression homophobe contre un couple dans le 20e arrondissement de Paris. Et une photo qui représente un jeune homme et encore quelques gens. C'est un petit piquet, un petit comment dirais-je, point de toute petite manifestation, paraît-il quelque part en Russie, parce qu'il tient un portrait de notre président, un portrait défiguré, avec les mots « Stop homophobie ». Qu'est-ce que c'est? Comment nous pouvons traiter ce cas très concret? Photo qui, pour les gens, oui, il faut connaître le visage de notre président, mais je pense que tout le monde le connaît. Une photo qui représente quelqu'un avec un portrait de Poutine, comme je vous ai dit, défiguré, avec certains traits vexants, je dirais dire, et une information qui concerne un autre pays, un autre cas, une autre capitale, qui n'a rien à voir avec ce portrait. Donc, mais les gens qui lisent, lisent cet article ont une connotation très claire. Il y a un lien entre le portrait de Poutine, Stop homophobie, et une attaque contre un couple homosexuel dans le 20e arrondissement de Paris. Juste un petit exemple. Où, on a constaté, par exemple, plusieurs cas pareils, quand le photo ne correspond complètement pas avec le texte de l'article. En 2012, quand des manifestations antigouvernementales étaient très massives en Russie, après les élections de 2011, vous vous souvenez peut-être, on a vu tant de photos. Photos d'une manifestation pro-Poutine, une très grande manifestation, et le texte qui parle d'une manifestation anti-Poutine. Oui, tout simplement, c'est la question de professionnalisme des gens qui montent cet article, qui choisissent le photo, etc. C'est l'absence absolue d'information et de connaissance de la langue et des détails. Mais en même temps, vous comprenez que nous pouvons traiter cette combinaison d'une photo et d'un texte comme une manipulation informatique. Et nous pouvons continuer à évoquer les mêmes cas. Quand dans ce rapport, ils analysent le fait, pour résumer trivialement, ils analysent le fait que Sputnik utilise des techniques de putaclic avec des sujets sur les saints, sur les extraterrestres, sur les Illuminati, sur les reptiliens et choses comme ça. Comment vous avez dit? Boobs. Non, technologie, quelle technologie? Pic à pic? Putaclic. Putaclic. Ouais. Qu'est-ce que c'est, putaclic? Pour appâter le chaland. Oui. Je vois. Maintenant, je vois qu'est-ce que c'est. Oui. Écoutez, c'est pour attirer le public pour les nouvelles de ce type de ce genre-là.
Bah, écoutez, mais c'est la politique de cette chaîne-là. Je ne peux pas commenter ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec la Yellow Press anglaise Peut-être, mais malheureusement, je sais que ce problème, je comprends de quoi vous parlez. Je rencontre le même type de sujet. Je peux le rencontrer en visitant n'importe quel site de nouvelles, d'un grand journal, d'une radiostation, etc. Ça existe, mais je ne sais pas comment commenter ça. Peut-être. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette pratique-là? Dites-moi. Nous, on n'est pas là pour aimer ou pas aimer. Nous, on constate, c'est tout. On a lu le rapport de 214 pages. On a pris 4 heures pour l'étudier, du moins le lire. Et ce moment a été mentionné ouais, sur la stratégie un peu putaclic, clairement. Putaclic. Nous, on a un regard. Écoutez, quand même, je vous dis franchement, comme il a été convenu, je ne connais pas très bien ce sujet de cette putaclic. Est-ce que le gouvernement russe a un regard sur ces deux médias? Est-ce que le gouvernement russe a un regard sur ces deux médias? Est-ce que vous donnez des ordres à Sputnik ou à Russia Today? Appelez un chat un chat. Est-ce que la rédaction de votre grand journal donne des instructions à ses journalistes? Peut-être pas chaque jour, mais est-ce qu'il y a une ligne politique respectée par tel ou tel journal? Je pense que oui. En France? Oui, en France. On a Libération, on a Le Figaro. Non, je veux pas citer les journaux, mais vous savez qu'il y a des journaux qui appartiennent plutôt à l'aile gauche du monde politique, les autres plutôt à l'aile droite. Je pense qu'il y a une politique de la rédaction, n'est-ce pas? Et les journalistes font leur choix. S'ils travaillent dans ce journal, ils respectent telle ou telle comment dirais-je, conception politique de ce journal. Ils respectent certaines instructions de leur rédacteur en chef. Je pense que, compte tenu que Russia Today, c'est une chaîne d'État financée par l'État, évidemment, elle existe pour donner l'avis de l'État russe. Mais je soutiens toujours l'idée que c'est normal. Ce n'est pas un crime. Parce que l'État russe a le droit d'avoir des instruments, des leviers, pour faire savoir ce qu'il pense, ou plutôt ce que la Russie pense sur tel ou tel sujet international ou national. Comme France 24 et d'autres. Voilà. On va continuer sur ce rapport-là. Vers la fin du rapport, il préconise la création d'un organisme international qui dicterait les règles de la presse, un peu comme la charte de Munich. Avec la participation de la Russie ou non? Est-ce que vous êtes prêt à participer? Alors, je crois que vous avez déjà signé la charte de Munich. Évidemment, nous sommes prêts, comme je vous ai dit, nous sommes ouverts à tout type de dialogue dans tout le domaine, y compris dans ce domaine-là. Si je vois bien, il y a quelque temps à Paris, il y avait déjà quelques réunions concernant l'élaboration des règles de jeu dans le domaine des mass médias, et les représentants russes ont été présents. Donc j'espère que la Russie sera invitée à prendre part dans les travaux de ce nouveau éventuel organisme. Et croyez-moi, nous avons quoi à dire. Alors, question d'Internet. Qu'est-ce qu'un ambassadeur russe pense du fait que la DGSI travaille avec Palantir, financé par la CIA? Palantir. Précisez-moi Palantir, qu'est-ce que c'est? Alors, Palantir, c'est quelque chose qui agrège énormément de data pour faire remonter soit de la prospective, soit de l'information. D'accord. Mais non, en tout cas, je peux répondre très facilement. D'abord, je ne suis pas ambassadeur, je suis ministre conseiller de l'ambassade. Deuxièmement, nous ne commentons pas les activités des services spéciaux. Ça, ce n'est pas notre affaire. Nous travaillons de façon tout à fait légitime. Nous représentons notre État en France ou ailleurs. Et les services spéciaux, ils se contactent. Ça, c'est une chose tout à fait différente. Donc, en plus, je ne suis pas très bien informé de cette coopération concrète. Et je peux vous dire en tout cas que tous les services spéciaux dans le monde se coopèrent et se parlent.
Bon là, en fait, la question, on disait, on va la prendre entre les lignes. Les Français coopèrent massivement avec les services américains. Les Français, quand vous dites les Français, vous parlez des services des français, structures d'État. de Des structures exactement. d'État. Je Oui. ne pense pas que la France coopère aussi profondément avec les services russes. Bon, écoutez, c'est normal. La Russie ne fait pas partie de l'OTAN et de l'Union européenne. La France et les États-Unis, ce sont des alliés très proches. Et qu'est-ce que vous étonne si les services spéciaux coopèrent? C'est normal. En tout cas, Et donc, je peux vous dire que les services spéciaux russes coopèrent avec les services spéciaux américains et coopèrent avec les services spéciaux français. C'est normal. C'est surtout dans le monde actuel avec le problème du terrorisme. donc la suite, c'est l'Union européenne massivement pieds et poings liés avec les États-Unis. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que la Russie se sent de plus en plus acculée par ce qu'elle pourrait considérer comme une force belliqueuse à ses frontières? Mais là, rien. Le problème, c'est que rien n'a changé après la disparition de l'Union soviétique. Ça, c'est le problème. Ça concerne les services spéciaux occidentaux. Ça concerne les relations dans le domaine militaire. Et en général, ça concerne le système de sécurité globale. Après l'effondrement de l'Union soviétique, après l'effondrement du bloc de Varsovie, la situation sécuritaire en Europe a changé de façon absolument spectaculaire. Le monde a changé en général et le système de sécurité n'a pas beaucoup évolué. Au contraire, il a évolué, mais dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons le temps devant nos frontières. Nous avons la frontière commune avec les pays de l'OTAN. Nous avons des contingents importants des pays de l'OTAN à proximité de nos frontières. Nous avons un système global de la défense antimissile qui est en train d'être construit par les Américains et les Européens, le système de l'OTAN. Donc voilà ce que nous avons devant nous. Nous avons des bases américaines partout un petit peu dans le monde, autour de nos frontières. Nous avons des bases américaines toujours en Corée, au Japon, dans l'océan Pacifique. Nous avons des bases militaires américaines en Afghanistan, en Irak. Nous avons la présence américaine en Syrie. Nous avons la présence américaine en Afrique. Voilà. Donc le monde a changé et le système de sécurité, y compris en Europe, n'a pas évolué du tout. Ce que ne peut que provoquer notre chagrin et notre volonté de changer la situation. Voilà pourquoi nous avons proposé à un moment donné, il y a quelques ans, nous avons proposé à signer une nouvelle traité sur la sécurité en Europe, une traité qui devrait prendre en compte les changements qui ont eu lieu après l'effondrement de l'Union soviétique et après le changement complet de la situation géostratégique dans le monde. Pour l'instant, pas de réponse. Qui vous voyez pour succéder à Vladimir Poutine? Il est trop tôt de traiter ce sujet parce que, par exemple, Poutine a devant lui 5 ans de travail. Je pense que les hommes politiques, les personnalités concrètes viendront au fur et à mesure de l'approche des prochaines élections présidentielles. Pour l'instant, il travaille, il ne pense pas à un successeur. Et en toute état de choses, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières semaines en Russie lors des élections régionales. 4 candidats qui représentaient le parti au pouvoir, la Russie unifiée, ont perdu, ou plutôt 2 ont perdu, 1 a renoncé, et 4e a été remplacé. Il y aura un autre deuxième tour des élections des gouverneurs de la région de Vladivostok. Donc, ce que veut dire que nous avons une vraie vie politique. Il y a des forces d'opposition, il y a des gens qui arrivent, il y a de nouvelles personnalités, de nouveaux hommes politiques. Donc, on va voir demain ce que va nous attendre vers la fin du mandat du président Poutine. Est-ce que les Russes s'inquiètent de l'après-Poutine
Parce que d'après, c'est purement... c'est une vision de l'esprit. Tous les Russes avec qui j'ai pu discuter en Russie, pris de ci, de là, s'inquiètent de l'après-Poutine, parce que pour eux, Poutine a assaini le pays. Et ils s'inquiètent de revoir quelqu'un de corrompu derrière, ou de manipulé par des personnes extérieures, des ingérences de pays extérieurs. Non, moi, j'enregistre pas cette inquiétude pour l'instant, parce que il y a encore 5 ans devant nous. Mais on va voir. En tout cas, il y a une grande équipe autour de Poutine. Il y a des gens qui ont manifesté leur grande capacité de travailler et d'avoir des résultats. On va voir. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Moi, je ne veux pas. Pour l'instant, je ne vois aucune inquiétude majeure ou préoccupation. La vie est compliquée. Nous vivons aujourd'hui. Nous avons des tâches à exécuter maintenant. Nous avons des problèmes à traiter aujourd'hui et demain. Et ce que nous attend après-demain, on va réfléchir comme Scarlett O'Hara disait, je vais en penser demain. La procrastination, c'est ça? Alors, question d'Internet. On peut se moquer de Poutine en Russie, point d'interrogation? Oui. Oui. Alors, autre question d'Internet. Grâce aux sanctions, la Russie devient leader mondial des exportations de céréales. La Russie cherche-t-elle à devenir autonome d'un point de vue alimentaire? Évidemment. En principe, je pense que chaque pays le souhaite. Être absolument indépendant du point de vue des produits alimentaires. Mais c'est difficile et ça dépend de l'étendue de votre pays, ça dépend du climat, etc. Mais les sanctions nous ont bien démontré que il est préférable, quand même, d'être autonome. Mais le moment n'est pas venu. Nous avons beaucoup progressé du point de vue de la production agroalimentaire. Le secteur de l'agriculture était le secteur qui a connu plus de succès après l'introduction des sanctions. Et c'est normal, parce qu'ils étaient obligés de travailler plus, de développer leur production, etc. Mais je ne peux pas vous dire que c'est une idée fixe. Mais on travaille. On travaille beaucoup dans le domaine de l'agriculture pour produire plus, pour exporter, vous avez raison. Je me souviens très bien des années soviétiques, là où la question des céréales, la question du pain, c'est une question cruciale, parce qu'on était obligé parfois d'acheter du blé en Argentine, au Canada, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous exportons notre blé. Nous sommes devenus un exportateur parmi les premiers, ou peut-être numéro 1. C'est génial, c'est très bien, nous sommes très contents, mais il faut produire plus de viande. Je sais qu'on a beaucoup progressé avec la production de volaille, mais il y a d'autres domaines où on peut faire mieux. La population est grande, 145 millions d'habitants. Nous exportons une partie des légumes et des fruits. Mais voilà, je répète, c'est ton souhait d'être indépendant, même si pour l'instant nous sommes assez loin de ça. Alors, autre question Internet que je vais vous lire telle quelle. Y a-t-il aujourd'hui des écrivains de la trempe de Tolstoï, Dostoïevski, Bulgakov? Et sinon, est-ce à cause du soviétisme ou du libéralisme nationaliste poutinien, ou des deux? Oui, je me demande si aujourd'hui en France il y a des écrivains comme Molière, je ne sais pas, Alexandre Dumas ou Stendhal. C'est une bonne question. Prenez la musique classique, par exemple. Est-ce que, bon, la musique classique moderne existe, mais pour moi, par exemple, moi je suis resté dans le XVIIe, XVIIIe siècle avec les grands comme Beethoven, Mozart, Bach, etc. Donc c'est une question de goût. La littérature russe est très riche. Il y a plusieurs écrivains. À mon avis, pour l'instant,
notre terre n'a pas donné des écrivains de ce niveau-là, comme Tolstoï et Dostoïevski. Mais peut-être il est petit et il grandit, il lit ces grands auteurs et il va devenir comme tel dans quelques ans. Mais, je répète, le choix des auteurs est très riche. Vous pouvez choisir, il y a la liberté absolue. Si avant, il faut être membre de l'organisation des écrivains de l'Union soviétique, aujourd'hui, c'est la liberté de pensée absolue. Vous pouvez publier votre ouvrage à n'importe quel moment. Personne ne peut pas vous empêcher de le faire si vous respectez la législation. Et s'il n'y a pas de propagande, je sais pas, de néonazisme ou de xénophobie agressive, et pour ça, il y a des organes spéciaux qui, évidemment, veillent. Mais à part ça, si vous respectez la loi, vous êtes absolument libre dans vos pensées, dans vos activités littéraires. Vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des auteurs très intéressants, mais je répète, dire que nous avons aujourd'hui en Tolstoï ou en Dostoïevski, vivant, non, moi je ne vois pas. Parlons un peu de l'affaire Skripal, les derniers rebondissements. Vous avez déjà fait un peu de tourisme dans la cathédrale de Salisbury? Non, non, j'adore les cathédrales, mais pour l'instant, je m'occupe de la France. L'interview qui a été faite par RT, des deux recherchés ressortissants russes, Oui. Ça vous a fait penser à quoi? Deux types très bizarres. Tout ça, c'est une histoire absolument étonnante. Mais vous savez que quand les Britanniques ont publié pour la première fois leurs photos, ils ont dit tout de suite que les noms highly likely sont faux. Mais voilà, on nous a présenté ces deux mecs très bizarres, très étranges. Non, il y a beaucoup de questions. Il y a toujours beaucoup de questions. Mais ce que je peux vous dire encore une fois, malgré des dizaines de nos offres aux partenaires britanniques de parler et d'évoquer les sujets en regardant les yeux dans les yeux, nous n'avons reçu aucune réponse, soit des réponses négatives. Donc nous constatons toujours l'absence de la volonté de travailler ensemble, soit au niveau bilatéral, soit au niveau multilatéral à La Haye, où se trouve le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Donc aucune volonté de coopérer, de travailler, toujours des accusations qui ont été faites quelques jours après l'incident, toujours des allégations, de nouvelles informations sans aucune précision, sans aucune preuve. Nous restons toujours au même niveau de l'investigation. Nous n'avons pas des preuves, nous n'avons pas des faits, nous n'avons pas des réponses aux centaines de nos questions. Mais il y a ces deux mecs qui sont très bizarres. Pourquoi bizarre? Bizarre parce que... dans la même chambre, c'est ça? Comment? Parce qu'ils dorment dans la même chambre? Non, parce que il vient en Grande-Bretagne pour quelques jours, pour aller à Salisbury, pour aller 2 fois là-bas, pour revenir. Mais même si c'est bizarre, cela ne va pas dire que ce sont 2 officiers des services spéciaux russes qui ont empoisonné Skripal avec un agent neurotoxique d'une force incroyable, avec un Skripal vivant, avec sa fille en pleine forme, et avec l'absence de quelconque contact entre nos collaborateurs consulaires, entre nos diplomates, et ces 2 ressortissants russes. Parce que si nous prenons Skripal, lui, il est à la fois citoyen de la Grande-Bretagne, ou plutôt sujet de Sa Majesté. Yulia Skripal, sa fille, c'est une citoyenne russe. Selon tous les documents qui existent, plutôt selon la Convention de Vienne sur les affaires, sur les relations consulaires, notre consul a le droit de la contacter, même en présence d'une dizaine de policiers britanniques armés, s'ils ont peur qu'il va l'empoisonner, encore une fois. Mais ce contact est nécessaire pour voir dans quel état elle est, qu'est-ce qu'il nous dit, où il se trouve, disons, où il se trouve, plutôt, comment elle se sent aujourd'hui. Ça va aller mieux. Voilà, en tout cas, on n'a pas reçu de réponse. Nous n'avons
pas d'accès à Yulia Skripal. Et ça, c'est un des problèmes. Et surtout, les Britanniques ne veulent pas coopérer sur la site de l'organisation à La Haye. Ils ne veulent pas coopérer au niveau bilatéral. Ils envoient de nouvelles accusations et allégations. Donc, c'est toujours une impasse. Alors, vous vous rappelez, dans notre dernière interview, vous nous faisiez une proposition d'inviter vos collègues d'autres ambassades. C'était votre proposition? Oui, mais vous faites la même proposition que nous. Alors, on n'a toujours pas de réponse des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis pour venir parler avec vous. Et l'ambassade de Suède, c'est un petit peu débiné. Vous réitérez votre proposition de discuter avec eux? Toujours. Nous sommes toujours disponibles. Nous sommes toujours ouverts, parce que je pense qu'un échange respectueux, j'imagine que mes propos, mes positions ne seront pas bien accueillis par mes collègues, parce qu'ils ont leurs propres instructions, leurs propres positions. Mais en tout cas, cet échange, pourquoi pas? Non, je répète que c'est le même principe de notre politique étrangère. Nous sommes toujours ouverts et prêts à parler, à dialoguer avec nos collègues européens, avec nos collègues asiatiques ou arabes ou n'importe qui. Parce que nous sommes profondément convaincus que seul le dialogue peut nous aider à tourner la page et peut nous permettre de trouver des solutions à multiples problèmes qui existent. Vous avez des idées pour nous aider à les faire venir ? Ah non, moi, je ne peux pas m'impliquer dans cette affaire-là. Je suis prêt, je suis disponible. Bonne réponse. Voilà, mais c'est à vous de... sinon, ils vont traiter ça comme une provocation, je ne sais pas. Tout peut arriver. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez des sujets à aborder avec nous ? Je suis largement satisfait par... C'est vrai par la choix des sujets qui ont été discutés. Enfin, je sais pas, je jette un coup d'œil sur mes montres, ça fait presque 2 heures. Ouais. Alors on arrive à la fin. Et à la fin, on donne toujours une bouteille à la mer, un conseil pour les jeunes générations. Oui, là, je suis mieux préparé que la fois précédente. Donc non, vraiment, aujourd'hui, il y a une nouvelle hausse d'intérêt à l'égard de la Russie. Et je propose à nos jeunes amis, français et autres, de ne pas avoir peur de la Russie, de ne pas écouter uniquement les masses médias et les propos des gens qui se disent spécialistes sur les questions russes. Je leur propose tout simplement de venir en Russie, de commencer peut-être par parler à ceux qui ont visité déjà notre pays. Et les Français cette année étaient très nombreux, qui sont venus chez nous pour supporter votre superbe équipe nationale, qui a remporté par la 2e fois le titre de champion du monde. Et nous sommes très heureux, nous les Russes, nous sommes très heureux que les Français ont gagné sur le sol russe, en Russie, chez nous. Je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'une bonne dizaine de milliers, même plus, de Français sont venus en Russie, ont découvert non uniquement comme d'habitude Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi d'autres villes russes, en commençant par Kazan, où l'équipe nationale française a commencé son aventure vers la première place, vers les médailles. Chaudron du Tatarstan. Comment ? C'est le chaudron du Tatarstan. Oui, tout à fait. Donc, j'appelle tous les jeunes Français de laisser de côté toutes ces peurs et toutes ces rumeurs, de venir chez nous, de regarder, de rencontrer leurs frères et sœurs russes, de découvrir notre pays, qui n'est pas un pays de cocagne, un pays qui parfois qui reste toujours difficile à vivre dans certaines régions, qui connaît beaucoup de problèmes, mais qui est peuplé par des gens magnifiques, qui est caractérisé par son hospitalité, surtout
par rapport aux étrangers, à l'encontre des étrangers, et ils ont bien reconnu après avoir visité. D'autant plus quand ils sont français. Quand ils sont français, parce que on aime beaucoup la France, et on aime beaucoup les Français. Donc venez comparer. Certaines choses peut-être ne vont vous pas plaire, peut-être les autres choses vont vous fasciner. Mais il faut venir, c'est mieux de venir que écouter ou regarder l'émission qui, je vous assure, ne donne pas l'impression complète des choses. Il faut toujours, et là je reviens déjà à l'idée que j'ai déjà évoquée plusieurs fois, il faut toujours comparer des différents types d'informations. Voilà pourquoi il faut regarder Russia Today, il faut regarder France 24 et d'autres chaînes qui existent. Il faut regarder BBC et CNN. Et après, vous allez faire votre choix, vous allez analyser toutes ces informations. Et je répète, la Russie ne peut pas être ennemie de la France ou de l'Europe. La Russie fait partie de l'espace européen, de l'espace, de cet grand espace euro-asiatique qui commence à Lissabon et se termine à Vladivostok. L'espace de l'Atlantique à l'Ural, comme disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous disons de Lissabon jusqu'à Vladivostok, pour démontrer quel est grand notre continent. La Russie n'est pas un ennemi, la Russie c'est un ami, la Russie c'est un pays qui est lié avec la France et avec l'Europe par de multiples liens qui existent depuis des millénaires, depuis un millénaire au minimum. Donc voilà, même si nous avons des divergences, même si nous avons des intérêts qui ne coïncident pas toujours, nous ne sommes pas des ennemis, nous pouvons travailler, coopérer ensemble dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt de l'humanité globalement dit. On va déjà commencer par passer nos vacances en Russie. Artem Studenikov, merci. Merci. Merci beaucoup.